on va discuter sur la fonction, sur une fonction importante donc, de la littérature, à savoir la fonction lyrique. D'accord? On parlera aujourd'hui donc de lyrisme. Je vais ouvrir quelques éléments, après je vais laisser M. Ngom continuer. Maintenant, quand on parle de lyrisme, nous tous nous savons que donc, le lyrisme, c'est d'abord un sentiment interne, un besoin interne. Maintenant, ce sentiment interne-là n'est visible que lorsque celui qui ressent ce sentiment-là se sent la nécessité de s'en ouvrir aux autres. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L'écrivain qui écrit, d'abord, il écrit pour lui-même. Quand on parle de lyrisme, comme on a tendance à le définir, c'est l'exaltation. Mais l'exaltation de quoi? L'exaltation des sentiments. D'accord? Le lyrisme, c'est ce qu'on appelle une exaltation. Mais reste à savoir qu'est-ce qu'une exaltation? Exaltation, ce n'est rien d'autre que lorsque l'écrivain essaie de sortir ce qu'il ressent à l'intérieur, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le fait d'extérioriser son intérieur. Maintenant, ce qui l'anime, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il ressent? Ce qu'il ressent, c'est un sentiment personnel. C'est la raison pour laquelle on parle de lyrisme personnel. D'accord? Maintenant, ce lyrisme-là, ce sentiment donc, a donc plusieurs orientations, plusieurs objectifs, plusieurs perceptions. Donc, on peut l'étudier sur plusieurs angles. Ça dépend de celui qui écrit et de son niveau donc, de pressentiment ou bien de son niveau de sentiment. L'écrivain, parfois, il est enthousiastique. Parfois, il est mélancolique. D'accord? Maintenant, s'il est dans l'enthousiasme, c'est parce qu'il est heureux. S'il est dans la mélancolie, c'est parce qu'il est malheureux. Quoi qu'il en soit, qu'il soit un sentiment heureux, qu'il soit un sentiment malheureux, l'écrivain écrit. Pourquoi? Parce que la littérature va lui servir de tremplin, la littérature va lui servir donc de tribune pour pouvoir vraiment parler d'abord pour lui-même. Il parle d'abord pour lui-même parce qu'il va évoquer de ses propres sentiments. Le fait de parler pour lui-même donc va lui pousser donc à écouter son cœur parce que son cœur sera la muse. Je sais que vous savez ce que c'est une muse. Une muse, c'est un élément qui donne de l'inspiration. Le lyrisme, la muse, c'est quoi? La muse, c'est le cœur. C'est la raison pour laquelle vous entendez Lamartine dire « Écoute ton cœur battre et dis ce que tu sens ». C'est la raison pour laquelle vous verrez un alphabet de musique qui dit « Frappe ton cœur ». C'est là où se trouve le génie. D'accord? Parce que le cœur devient donc le centre où est regroupé tous les sentiments. Comme le dit l'adage, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Parce que le cœur, c'est un environnement au sein de l'homme. Vous avez compris? Alors, le fait donc d'écouter les battements du cœur va donner à l'auteur des inspirations, des mots, afin de pouvoir vraiment décrire ce qu'il sent. Parce que ce que nous sentons, c'est de l'abstraction, c'est abstrait. Ce qu'on ressent, c'est abstrait, on ne peut pas le toucher ni le voir. Mais le fait d'écouter nos cœurs, il va nous dicter les mots, on va écrire ce que nous pensons. C'est dans cet angle-là qu'on peut analyser le lyrisme personnel. Maintenant, lorsque l'auteur est content, parce que l'auteur parfois peut tomber amoureux. L'écrivain, c'est une personne, il peut tomber amoureux. Il veut voir une fille, ou bien la fille voit un homme, il tombe amoureux, ou bien elle tombe amoureuse de cet homme-là, ou bien de cette fille-là. C'est ce qui est arrivé à Ronsard. Ronsard, ce qui lui est arrivé, à écrire les sonnets pour Hélène, il était follement amoureux de Hélène. Il ne pouvant trouver donc meilleur moyen de déclarer son amour, il va déclamer ses sentiments à travers des poèmes. Il écrit les sonnets pour Hélène, qui est un recueil dans lequel est regroupé un ensemble de poèmes, et tous ces poèmes-là sont destinés à Hélène. Ces poèmes-là, à travers ces poèmes, Ronsard va faire une déclaration d'amour. Mais cette déclaration d'amour-là est nouée par un regret. Ce n'est pas un regret dans le vrai sens du terme. Le regret, c'est quoi? Ronsard n'a pas trouvé ce qu'il cherchait chez Hélène, parce qu'Hélène ne l'a pas aimé. Donc c'est de la déception. C'est cette déception-là qui l'a poussé à écrire tout ce poème-là, quand il dit « Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, dirai chanter mes vers, etc. »
Et quand il dit, quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, il va prier déjà donc la vieillesse Hélène. Et vieillesse est la trahison de la beauté. La vieillesse est la trahison de la beauté. Parce que la beauté ne dure pas. Plus qu'on vieillit, la beauté diminue. Donc il va prédire la vieillesse Hélène en lui disant, quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle. Je ne sais pas si vous avez perçu donc ce vers-là. Quand c'est l'indication temporelle, ce n'est pas un mois qui est encore venu. Mais parce que Hélène est fière de sa beauté, de sorte qu'elle a repoussé toutes les avances de Ronsard. Ronsard va lui dire, vous pouvez refuser mes avances. Mais quand tu seras vieille, tu comprendras à quel point je t'aime. Bon, à la fin de ce quatrième-là, il dira chanter mes vers, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Donc, du temps que j'étais belle. Pourquoi? Parce que la beauté la abandonne, et Hélène va regretter cet amour-là dont Ronsard lui disait. Toujours donc dans ce bonheur-là que ressent l'écrivain, on sent donc la richesse de l'écriture. Je vais aller vite pour qu'on puisse pas perdre de temps. On sent la beauté de l'écriture toujours même dans ces sentiments profonds. C'est la raison pour laquelle donc, on va emprunter la pensée, ou bien même le dialogue, ou bien même donc la confidence de Lamartine qu'il a faite donc au lac. Le lac qui était le témoin de son amour donc qu'il vouait éperdument, follement à Julie Charles. Ils avaient l'habitude de faire ces balades amoureuses auprès du lac, s'asseoir sur la pierre, discuter de tout et de rien. Un jour donc, Julie Charles ne vit plus. Donc ce chagrin-là pousse Lamartine à vraiment exciter donc ce qu'il ressent. Mais dans ce poème-là, ce qu'on peut retenir d'essentiel, c'est un poème qui est lyrique, mais c'est un poème qui est esthétique. Mais ce qui m'intéresse, c'est le lyrisme de ce poème-là. Le lyrisme de ce poème, donc, peut être analysé dans plusieurs angles. Car Lamartine, donc, trahit son intimité avec Julie Charles, disant donc, un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence. Quand il dit nous voguions, voguer, c'est ramer à travers le fleuve. En silence, c'est parce que c'est leur moment d'intimité. Donc, au moment d'intimité, entre deux êtres amoureux, c'est beau. C'est cette beauté-là qu'il a trahi à travers ce vers-là. Au soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur le flot et sur les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient avec cadence tes flots harmonieux. Mais ce silence-là a fait que Julie Charles elle-même va dire à Ronsard de dire le temps de s'arrêter pour qu'au moins qu'il puisse vraiment profiter de cet amour-là. Quand Julie Charles dit à Lamartine, autant suspends ton vol. Parce que ce vers-là, ce n'est pas Ronsard, ce n'est pas Lamartine qui le dit. Mais Lamartine a utilisé un discours indirect. Quand dans le poème-là, il dit donc, et la voix qui me sert laissa tomber ces mots, 2 points, entre guillemets. Quand on dit 2 points, entre guillemets, celui qui raconte, ce n'est pas celui qui parle, mais il va s'effacer pour plus de fidélité. Il va s'effacer, il va laisser la parole à Julie Charles, même malgré que Julie Charles ne vit plus, mais il va parler sur la bouche de Julie Charles. Julie Charles lui dit à Lamartine, autant suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices de nos plus beaux de nos jours. Maintenant, quand Julie Charles veut que le temps s'arrête, c'est parce qu'elle ne veut pas vraiment que ces moments-là qui sont en train de vivre, que ces moments arrêtent. C'est la substance même de ce poème-là qui s'appelle le lac. Vous allez voir, même dans ce poème, Lamartine va employer des figures de style. Il va personnifier la nature, il va personnifier le temps, il va personnifier le lac. Quand il dit « Oh lac », je viens seul m'asseoir sur ces pierres où tu l'as vu s'asseoir. Donc il va s'adresser au lac. Ce n'est pas le lac, mais il prend le lac non pas pour la nature, mais il le prend pour un témoin. Celui qui a vécu, qui a des témoins de leur balade amoureuse. Quand dans le poème, Lamartine dit, autant suspends ton vol, il donne un autre autant. Le temps n'est pas un être animé. Le temps, c'est une chose. Mais il lui attribue donc des caractères d'homme, de personne.
autant suspend, arrête ton vol. C'est-à-dire le temps qui file d'avoir arrêté. Et vous, heure propice, si vous lisez le poème, du début à la fin, quand il dit heure rec, c'est yok propice. Heure propice, c'est le moment favorable. C'est ça qu'on appelle heure propice. Donc, autant suspend ton vol. Et vous, heure propice, quand il dit vous, il l'indexe. C'est ça qu'on appelle la personnification. La personnification. Il va personnifier la nature et de leur attribuer des caractères humaines pour qu'il vraiment témoigne cet amour-là qu'il a vécu pour Jules Charles. D'accord? Là, c'est lorsque le poème est heureux, lorsque le poème aussi est dans l'enthousiasme, il est content, il écrit. Parce que c'est là, parce que le cœur est content. D'accord? Il arrive aussi que l'écrivain soit mélancolique, malheureux. La cause de ce malheur-là, soit il a perdu un être de chair, soit donc il a été abandonné à lui-même. Et l'écrivain donc va pleurer. Il va pleurer. Il ne va pas verser des larmes, mais il va pleurer à travers son encre. Parce que la plume devient donc le cri du cœur qui a été malheureux. Il va pleurer à travers sa plume et c'est l'encre qui va prendre la place des larmes. Vous allez voir donc un Victor Hugo qui a perdu Léopoldine. Il pleure. Un Léopold Sédar Senghor qui a perdu Philippe Maguilène Senghor. Il pleure. Non seulement Senghor a pleuré, mais il a blasphémé. Parce que faire du blasphème, c'est insulter la conscience de Dieu. Il va insulter Dieu même de façon indirecte. Parce qu'il ne va pas accepter cela. Mais parce qu'il était dans une souffrance atroce. Le fait de perdre son fils, comment il s'appelle encore? Philippe Maguilène. Quand il dit, mon fils n'est pas mort. Mon fils n'est pas mort. Et ensuite, donc, il va vraiment se rétracter. Il va revenir à la raison. Demander pardon à Dieu parce qu'il sait qu'il a blasphémé. Mais il n'a pas blasphémé parce qu'il ne croit pas en Dieu. Mais c'est le choc qu'il a fait, donc qu'il a blasphémé. D'accord? Et vous allez voir, donc, ces pleurs-là, c'est ce que Lamartine va dire. Ce n'était plus un art. Quand il dit ce n'était plus un art, il fait allusion à l'écriture, à ces pleurs dans l'écriture. Il dit ce n'était plus un art. C'est un soulagement de mon propre cœur qui se berçait de ses propres sanglots. Ce n'était plus un art, c'est un soulagement de mon propre cœur qui se berçait de ses propres sanglots. Ici, il a employé 2 fois l'adjectif qualifié propre. De mon propre cœur qui se soulageait de ses propres sanglots. Ce n'était plus lui-même, mais il est dicté par son cœur, par les malheurs dont vivait donc son cœur. C'est son cœur qui se soulageait. Le fait donc de dire, d'extérioriser ses sentiments, non seulement va l'aider à se libérer, mais aussi va l'aider aussi à vraiment libérer son cœur. Son cœur donc va se soulager. Donc le soulagement, donc c'est ça qu'on appelle donc le lyrisme. Maintenant, ce lyrisme personnel aussi, on peut aussi évoquer Victor Hugo dans son poème, excusez-moi, Demain des l'aube, donc dans les contemplations, dans ce poème-là, vous allez voir Victor Hugo qui a comme l'impression, qui est dans l'empressement d'aller voir une personne qui vit. Du début à la fin, du début à l'avant-dernier vers, on ne sait pas, est-ce que Victor Hugo s'adresse à une personne morte? Demain des l'aube, vous voyez donc le premier vers. Il donne des indications temporelles. Demain, indication temporelle. Dès l'aube, indication temporelle. À l'heure où blanchit la campagne. Vous avez compris? Demain, c'est le temps, c'est quand? C'est demain. Dès l'aube. Donc l'adverbe dès montre qu'il est pressé que le jour se lève. À l'heure où blanchit la campagne, c'est quelle période de la journée? C'est l'aube. À l'heure où blanchit la campagne est blanchie par ce lever du soleil là. Donc ce moment où la nuit disparaît et laisse la place au jour, il va partir, je partirai. Il va employer un procédé rythmique, le rejet. Il va rejeter directement donc son désir, je partirai dans le deuxième vers. Donc il s'empresse à
à partir. Je partirai, il partira où? Il partira où? Il ne l'ont pas. Vois-tu, je sais que tu m'entends. Vois-tu. Beaucoup lire, il s'adresse à une personne qui vit encore. Vois-tu, je sais que tu m'entends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Donc, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. La forêt est un obstacle. La montagne est un obstacle. Il va franchir ces obstacles-là parce qu'il est pressé de voir cette personne-là. Et il continue. Vous voyez, durant tout le poème, il commence, je partirai, j'irai. Et quand j'arriverai, il va donc, dans le poème, vous allez voir, donc, il va l'indication temporelle que le voyage va durer une journée. D'accord? Mais c'est à la fin même donc, du deuxième quatrain qu'il va dire, et quand j'arriverai, je déposerai sur ta tombe. Sur ta tombe. Quand il dit ta tombe, automatiquement, on fait un recul, on va relire encore le poème pour savoir exactement où et dans quel instant. Donc, Hugo parle d'une personne qui est décédée. Il ne le parle nullement. Donc, c'est ça qu'on appelle la magie de Hugo. Hugo, c'est l'un des écrivains les plus extraordinaires donc, de la littérature française. D'accord? Alors, ce lyrisme-là aussi, donc, peut marquer le regret de l'écrivain. L'écrivain peut regretter une circonstance, peut regretter une chose, peut regretter un voyage qu'il a effectué. Il va pleurer lui-même. Parce que le lyrisme permet de pleurer. Comme je l'ai dit, le lyrisme permet d'offrir à l'écrivain un tremplin, une tribune pour pouvoir extérioriser son intérieur afin de se libérer de ses chagrins. Vous comprenez? Maintenant, quand je vous renvoie, et on ouvre le débat, je vous renvoie donc au 16e siècle avec les humanistes. Je parle sous le contrôle de Moussa Ngom avec les humanistes. Je vous renvoie donc au heureux qui, comme Ulysse, a fait au beau voyage de Joachim du Bullet. Joachim du Bullet qui écrit un poème. Dans ce poème-là, il va employer ce qu'on appelle des phrases exclamatives. Quand reverrai-je, hélas, de mon beau village? Quand, hélas, c'est un sentiment de déception qui marque son regret parce qu'il a voyagé, il a entendu que Rome était le centre d'intellectuel, la richesse était là-bas. Donc il a voyagé, il part en Rome. Il va quitter sa France pour partir à Rome, chercher ce qu'on appelle donc ce sésame-là. C'est ce qu'on appelle donc le Graal. Pour lui, à Rome, il va trouver le Graal. Graal, G-R-A-A-L. Graal, c'est quelque chose qu'on a longtemps recherché et qu'on a recherché. Pour lui, le Graal se trouve à Rome, donc il va partir à Rome. Malheureusement, ce qu'il pensait et ce qu'on lui disait de Rome n'était pas en réalité ce qui est exactement. Quand on pense à quelque chose et on oublie de faire un long voyage, un long périple pour aller retrouver cette chose-là, et sur place, on sent qu'on a été trompé. Le premier sentiment qu'il a, c'est quel sentiment? C'est la déception, c'est le regret. Il écrit donc, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cécile qui conquit la toison et rentré, donc, etc. Ce qui met dans ce poème, ce n'est pas donc la comparaison qu'il fait à Jason et Ulysse, parce que Ulysse et Jason sont deux mythologies grecques. Je prends sous le contrôle donc du philosophe. Ulysse a fait un voyage, Jason, est tout comme celui-là. Celui-là, il fait allusion à Jason. Jason a fait un voyage, il a gagné la toison. La toison était une médaille d'honneur. Ils sont heureux. Ulysse a réussi son voyage, Jason a réussi son voyage, mais lui, il a échoué dans son voyage. Moi, je cette comparaison-là. Heureux qui comme Ulysse. Cet heureux-là, ce sont des épithètes des noms, Jason et Ulysse. Il fait cette comparaison-là, et au fond de ce poème-là, il va dire quand reverrai-je, hélas, de mon beau village. À Rome, il y a des gratte-ciels. À Rome, il y a des étages, il y a des céramiques, etc. Il y a de beaux habitats. Son village n'a pas ces beaux habitats, mais il préfère son village que les étages de Rome. Parce qu'il a été déçu par Rome. Il veut rentrer. Malheureusement pour lui, il ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer. Il va déclamer sa déception. Il va déclamer son regret dans ce poème-là.
Voici de façon très résumée ce qu'on pourrait dire dans donc, le lyrisme donc, de la littérature. Maintenant, je vous laisse la parole. Et aussi, M. Ngom en a ajouté. Donc, on vous laisse la parole, chers élèves. Voici donc ce que je fais pour vous. Et merci beaucoup de l'attention.